Merci d'être parmi nous cet après-midi dans cet auditorium de l'espace d'Albret pour une rencontre avec Jean-Luc Fromental. Jean-Luc Fromental, c'est lui. Jean-Luc Fromental, c'est lui. Jean-Luc Fromental, il est partout dans l'Irak en cette fin septembre, ce début octobre 2023, parce que c'est l'invité d'honneur des rencontres Chaland cette année, à l'invitation d'Isabelle, qui avait déjà, disons-le, prévu qu'il soit là l'an dernier pour marquer le coup des 15e, et puis l'actualité éditoriale dicte sa loi, et l'actualité éditoriale s'imposait en cet automne 2023 avec Jean-Luc Fromental. Jean-Luc Fromental, vous avez peut-être lu dans le programme des rencontres présentées sous ce mot qui est inquiétant, l'ogre. C'est ainsi qu'il a été présenté dans le programme. Moi, je vois plutôt un géant doux quand je vois Jean-Luc Fromental. Ah, ça lui fait plaisir, j'ai le sentiment. Géant, il n'est qu'à voir sa stature. Nous avons donc prévu qu'il ait un siège adéquat. D'où vous entendrez sa voix. L'homme sait parler et il sait convaincre son auditoire sans élever la voix, en général. Jean-Luc Fromental, je ne dirais pas que c'est un homme à mille vies, c'est un homme de boulimie, la boulimie des mots et des images sous toutes leurs formes. Avant même de voir Jean-Luc Fromental, scénariste, qui sera la partie essentielle de notre propos cet après-midi, puis de voir Jean-Luc Fromental, éditeur, peut-être quelques mots sur la vie d'avant. Alors, avant même les images à venir sur lesquelles je vais vous demander à l'aveugle de réagir, quelques questions. Est-ce que vous avez une devise, Jean-Luc Fromental? Non, mais j'ai une épitaphe. Ah, voilà. Sur ma tombe, il est remarqué « Maybe next time », peut-être la prochaine fois. Voilà. Ce qui est pas mal, parce que c'est la garantie, effectivement, d'un recommencement. Mais j'ai aucune devise, non. J'ai vécu sans devise jusqu'ici. Avez-vous un livre préféré dehors des vôtres? Non, je suis incapable de répondre à cette question-là. J'ai des milliers de livres, et parmi ces milliers de livres, il y a des dizaines de livres préférés qui changent selon le temps, l'époque, les douleurs dorsales. Enfin, il y a 1000 facteurs qui font que... Voilà. En revanche, j'ai des livres qui m'ont illuminé dans ma vie. Je crois que la lecture de Jekyll et Hyde de Stevenson a été une illumination. La lecture du facteur humain plus tard de Graham Greene. Enfin, il y a tout un parcours de lecture, donc c'est très difficile de jouer l'île déserte, parce que si je partais dans l'île déserte, je serais obligé de partir avec un 5 tonnes contenant les livres. Alors je ne poserai pas la question sur les films, parce que je suppose que c'est la même chose. J'ai un film préféré, parce qu'il regroupe deux de mes idoles de jeunesse, et c'est L'homme qui voulait être roi de John Huston, adapté de Rudyard Kipling, que j'ai appris à aimer malgré sa réputation d'affreux colonialiste, parce qu'il contient deux acteurs extraordinaires que sont Sean Connery, James Bond, et Michael Caine, Yves Kress, danger immédiat, tout ce que j'aime. Et donc, ils jouent ensemble, et je crois que c'est le plus beau duo de cinéma que j'ai jamais vu de ma vie, et c'est un des films que j'ai vu le plus souvent de ma vie. Dernière question en préambule. Vous parliez d'île déserte, votre pays préféré, en dehors évidemment du nôtre? Mon pays préféré, oui. Comme disait Bob Moran, mon pays, le monde. Voilà. Bien. Une image, Simone, s'il vous plaît. Donald. Alors, je me souviens de mon tout premier livre, qui n'est pas celui-là, qui était un livre qui allait dans le bain. C'était un livre en tissu, comme on faisait pour les enfants à l'époque. Et moi, je me baignais comme j'étais déjà grand, mais que je risquais de me noyer dans la baignoire. On me donnait à me baigner dans une grande bassine qu'on mettait dans la baignoire, et j'allais dans cette grande bassine avec un livre de bain que je lisais. J'ignore complètement ce qu'il y avait dedans, mais je me souviens de cette sensation incroyable de pouvoir emporter un livre dans son bain, ce qui me paraissait déjà à cette époque-là un luxe incommensurable. Donald est arrivé un peu plus tard. C'est un livre que j'ai acheté quand j'avais 4 ans. Je ne savais pas encore lire, et que ma maman m'a acheté. Et à l'intérieur de ce livre précis, qui est Donald et le code de sécurité, il y a une chose très curieuse, c'est que Donald demande à ses neveux, qui n'arrêtent pas de faire des bêtises, de mettre les doigts dans la prise, de se
coupés avec des scies circulaires, de marcher sur des battes de baseball et de se casser une jambe, etc., de créer un code de sécurité pour la maison. Et le neveu dessine le code de sécurité. Et dans ce livre, et ça j'en suis rendu compte récemment en le rachetant sur eBay avec une espèce de vieux sentiment de Madeleine, voilà, que ces deux styles m'avaient donné une vision tout de suite de ce que pouvait être le dessin, c'est-à-dire qu'on pouvait faire cohabiter deux choses qui racontaient la même histoire, qui parlaient des mêmes personnages, mais qui n'étaient pas dessinés pareil, et que ça créait un sens. Et je crois que c'est resté profondément en moi, je n'avais aucune manière de décrypter ça à 4 ans, bien entendu, mais que c'est ce qui m'a donné, je pense, le sentiment que dans l'expression graphique, il y avait une ouverture absolument gigantesque. Et l'image suivante, Simone. Ah, nous sommes dans Spirou. Spirou, alors à l'époque on était Tintin ou Spirou, comme plus tard on a été Beatles ou Rolling Stones. Moi j'étais avec les Bad Boys, donc j'étais Spirou bien entendu, qui était le journal du mauvais esprit. Lucky Luke, qui était la glorification d'une certaine manière de l'imbécilité. Les méchants dans Lucky Luke sont tous très cons en général. Enfin, c'est rare qu'ils soient Duplice plus que Joe Dalton. Voilà. Rantanplan, qui était un héros extraordinaire. Gaston, qui était l'enseignement de la flemme. C'est-à-dire que tout ce qu'il ne fallait pas faire était dans Spirou, quoi. Et ma découverte de l'ironie tient à la bande qui est montrée ici, dans Le Voyageur du Mésozoïque, où dans un aréopage de savants dirigé par le comte de Champignac, il y a un savant atomiste, qui a une sale gueule en plus, et qui s'apprête à découvrir la formule de la bombe à hydrogène. Et il est sur un banc, et il y a des formules qui sont dans sa tête, comme ça, dans une bulle, et tout d'un coup il y a marqué Eureka, et à ce moment-là, le diplodocus de l'histoire arrive et le bouffe. Et il y a la réaction de ses collègues, oh mon Dieu, c'est terrible, etc. Et cette hypocrisie et cette ironie, ça a été une leçon inouïe pour la suite de ma vie. J'ai compris ce que c'était que l'ironie tout d'un coup. Alors, excusez-moi de parler de quelque chose d'intime, j'espère que je ne vous gêne pas en public, mais vous disiez être plutôt Spirou que Tintin, et pourtant vous m'avez confié être le fils de la Castafiore. J'ai failli être le fils de la Castafiore. Ma mère, qui était cantatrice, avait été engagée pour jouer dans Tintin et la Toison d'Or. Et grâce au ciel, le budget restreint du film a fait qu'elle a été supprimée du casting au dernier moment. Et cette anecdote n'a pas été perdue, puisqu'avec José-Louis Bocquet, nous l'avons réintroduite dans notre biographie d'Hergé, où il y a d'une certaine manière ma maman, qui est une dame qui fait un scandale parce qu'on l'a virée du film, ce que n'a pas fait ma mère, bien sûr. Image suivante. Ah, Bob Moran, L'ombre jaune. Alors Bob Moran, c'est encore autre chose. Bob Moran, j'arrive, et dans la collection Marabout, il y a déjà, je sais pas, 80 ou 100 titres qui existent dans Hiverne de Bob Moran. La première fascination, elle est pour ce bandeau rouge qu'on voit en bas, orné de ce marabout, qui est donc le symbole des éditions Marabout. Bandeau jaune avec un bandeau jaune avec le titre en rouge. Et le marabout. Mais j'ai du mérite parce que je n'ai pas Dieu derrière la tête, donc je le fais de mémoire. Et donc, ce truc très années 50, ce marabout très années 50, en duffel coat, qui était le vêtement des gens de la Navy anglaise. C'est-à-dire que sur le pont avec les jumelles, le capitaine portait un duffel coat contre les vents et les marées. Et donc, c'était un truc complètement fascinant et inouï. Et là, je tombe sur un écrivain, alors on n'a aucun discernement quand on a 9 ans, quoi, je veux dire, mais qui écrit, il faut le dire, relativement comme une patate, qui est un pompeur de première, qui allait échouer chez tout le monde, Conan Doyle, Wells, etc., mais qui est donc un passeur absolument extraordinaire, parce qu'il vous ouvre Sax Rohmer, là, l'ombre jaune, c'est directement Fu Manchu, donc voilà, mais qui m'a ouvert le chemin d'une littérature qui m'a mené jusqu'à Conrad, en fait. Voilà. Et ça, c'est une leçon que j'ai retenue, c'est-à-dire que la littérature, c'est une question de fil d'Ariane, et peu importe ce qui vous emmène dans le labyrinthe, à partir du moment où vous êtes accroché dans le labyrinthe et que vous suivez votre fil, vous allez nécessairement arriver à des choses qui dépassent largement ce qui vous a permis d'entrer. Voilà. Image suivante, Harakiri. Harakiri, première fois que je vois Harakiri. Un neveu plus âgé que moi me met dans l'image des neveux plus âgés, c'est un peu compliqué.
compliqué, me met dans les mains un numéro d'Harakiri, 64 pages, que je lis de la page 1 à la page 64, sans savoir si c'est un journal d'information, un truc sérieux, un truc déconnant, etc., mais en sachant que je me dis, en fermant le numéro, ça c'est le journal de ma vie. Et de fait, la moitié de mon adolescence s'est faite autour d'Harakiri. Mes premiers efforts d'écriture imitaient des nouvelles de Kavanagh. Ma première interview, ma première piqûre, c'est rue Montolon avec les gens d'Harakiri, parce qu'il y avait une manif, l'hebdo venait interdit, et donc on était deux à la manif, mon copain Pierre Carcenti et moi, et le professeur Choron est sorti du bureau, il nous a vu tous les deux plantés comme deux couillons, il a dit « mais qu'est-ce que vous faites là, on avait 15 ans ?» Et on a dit, on est pour la manif. Il a dit, la manif, c'est à l'intérieur. Et là, ils étaient en train de boire le champagne. Et on est sortis 2 heures après, mais franchement bourré. C'était la première fois de ma vie, j'avais du mal à rentrer à la maison et à me montrer dans cet état-là à ma maman, quand même. Je n'aimais pas trop que je traîne dans les rues. Image suivante, pilote. C'est la suite logique. D'ailleurs, les gens d'Harakiri, quand les ennuis ont commencé, sont venus travailler à Pilote. Il y a eu des merveilleuses contributions de GB, Clovis, de Reiser, évidemment Fred, qu'on a vu à la couverture d'avant. Pilote, c'est le journal qui grandit avec ses lecteurs. Donc moi, je commence, j'ai 11 ans, et je ne le lâche plus. Et en mai 68, je lis encore Pilote. Et il y a Valérian, et il y a Druyet, et il y a Gottlieb, etc. Et il y a le génie de notre maître à tous, nous autres les scénaristes, c'est-à-dire Goscinny, auquel des gens que j'aime beaucoup qui sont dans la salle ont déjà consacré plusieurs œuvres, Cattel, la moitié du bio qui va être complété, José Louis, plusieurs ouvrages, Bocquet, et qui est l'homme que je suis allé voir, ça c'est une anecdote qui est rigolote, emmené par Druyet pour lui montrer une première bande dessinée que j'avais faite avec un copain dessinateur qui est devenu écrivain après tellement il dessinait mal, qui était un truc pour les actualités. Et Goscinny lit le truc, dit bien les 2 pages, et il arrive à la dernière case, il dit ah non là par contre ça va pas, il y a une explosion nucléaire, il y en a plein dans le journal. Et là Fromental, qui n'avait pas encore appris à fermer sa gueule, dit « Ah, mais justement, c'est fait exprès, parce qu'il y en a tellement, là, c'est tellement ridicule que dans chaque numéro de Pilote, il y a une explosion nucléaire qu'on a décidé de se moquer de ça. » Et là, Goscinny repart en arrière et dit « Mais d'un côté, il y a un problème à la case précédente, et non, merci. » Et il m'a fallu 10 ans pour revenir dans la BD, quand même. Ouais, et on arrive à l'année de la BD. Alors, c'est marrant, toi, j'ai vu Bocquet, que je vois dans la pièce. Et qui va monter dans un instant. Il y a tellement de gens que je connais que ça ne mérite pas le nom de salle, c'est une pièce, là. Salon, légèrement agrandi, donc c'est merveilleux. Et José Louis Bocquet, qui travaillait à la librairie Temps Futur, librairie essentielle, s'il en fut, pour la vie culturelle de l'époque, puisque se mélangeaient là les ténors de la science-fiction, les ténors de la bande dessinée. C'est là que j'ai rencontré Dionnet, c'est là que j'ai rencontré Svart, c'est là que j'ai rencontré Harlan Ellison, qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui était un énorme écrivain de science-fiction, etc., etc. Et un soir d'ivresse, avec Stan Barretz, on dit « Tiens, on va faire de l'édition ensemble ». Et on décide de faire l'année de la BD. Et on était en septembre, il me dit « D'accord, mais je la sors à Noël ». Et on commence à faire un peu un devis de ce que ça va être en termes de texte, et on s'aperçoit qu'on va frôler le 1 million de signes. Et je lui dis « J'aurais du mal à le faire tout seul ». Il me dit « Mais j'ai un mec dans ma cave là, qui vend des bandes dessinées, qui est super ». Et c'était José Louis, qui avait 18 ans, qui était déjà un disciple de Lacassin, etc. Et on a commencé ensemble, et on est toujours là à faire des Blake et Mortimer comme des vieux. Et c'est super bien. Image suivante, métal. Métal blanc. Évidemment, il ne vous a pas échappé que la couverture de la première édition de l'année de la BD, on en a fait 2 ensemble, et puis après c'est passé chez Luna, je crois. Mais c'était Moebius. Moi, j'étais critique au Matin de Paris, j'écrivais du bien des humanos d'une façon incroyable, et ces idiots de Manœuvre et Dionnet se sont dit « Oh putain, il y a un mec qui écrit du bien de nous, tiens, on va le faire venir travailler avec nous, comme ça il ne pourra plus écrire au matin. » Donc ils ont perdu un haut-parleur dans le matin, mais en même temps, moi je suis rentré à Métal, et là j'ai fait une deuxième adolescence dans les années 80, sur laquelle je ne m'étendrai pas ici. Et nous avons demandé à José Louis Bocquet de monter, nous rejoindre, de prendre en passant le micro qui se trouve à côté des chaises et de se positionner juste à côté de Jean-Luc Fromental, s'il vous plaît. Le micro à côté des chaises, c'est ça? Voilà, ce micro, absolument. Merci. Et de se mettre juste à côté de Jean-Luc. bien rediriger. Alors, la mise en scène. Merci. Vous disiez que vous étiez rencontrés, évidemment,
on vient de l'entendre, dans Futur. Votre première collaboration en termes de scénariste, est-ce Mémoire d'un 38 que nous voyons derrière vous? Tout ça arrive en même temps. On a la chance de travailler dans un journal. Ce journal, il faut le remplir tous les mois. D'autant plus que Dionnet et Manœuvre, surtout Dionnet, a la super idée de tripler les publications Métal Hurlant à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a Métal Hurlant, il y a Rigolo, dirigé par Philippe Manœuvre, le fameux Rigolo, et Métal Aventure, dirigé par Jean-Luc Fromental, le fameux aventurier. Voilà. Donc tout à coup, il faut remplir tous ces journaux et on se met donc à écrire. C'est encore l'époque où on peut apprendre son métier en écrivant des histoires courtes, en faisant de la nouvelle finalement en bande dessinée, ce qui est un genre moins usité aujourd'hui, puisqu'on est passé dans l'économie du livre. Et donc, il faut travailler beaucoup, et avec Jean-Luc, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on s'est beaucoup amusé à faire de la bande dessinée. On passe des nuits entières alors il y a très peu de livres à l'époque, hein, il y en a 600. Mais on chronique les 600 quand même. Jean-Luc m'a dit, t'as lu ça, Mick Delinx? Oui, alors, justement... Pour rappel, aujourd'hui, il y a 6000 bandes dessinées qui apparaissent sur le marché chaque année. À l'époque, 600. Donc, voilà, on chronique. Donc, en fait, on s'est habitué à être l'un à côté de l'autre, derrière un écran d'ordinateur. Il y a des écrans d'ordinateur déjà, ouais. C'est ça, déjà. Et on s'est habitué à s'amuser ensemble. Donc, des articles, on passe à la bande dessinée. Et... toi, tu travailles déjà avec Claude Renard sur des histoires courtes. Claude Renard, qui est un dessinateur belge, qui dirige Atelier, Skuyten, Sokal, etc., Berthet, Cossu, nous invite à son anniversaire sur la frontière belge. On y va. Jean-Luc tombe très ami avec un certain France, qui est un dessinateur belge. Il est 4h du matin, et donc ses deux meilleurs amis décident de faire de la bande dessinée ensemble. Et Jean-Luc me dit, tu connais France? Ah oui, ce génie, Jugurtha, etc. Et ben, tiens, on va faire des scénarios pour lui. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on commence à travailler sur Mémoire d'un 38, avec le principe, puisque nous sommes dans une revue, de faire des histoires courtes. Mais, comme on est déjà des gros scénaristes conceptuels, l'idée c'est que ces petites histoires courtes, quand on aura terminé, ça fera un album et l'éditeur sera bien obligé de le publier en album. Donc on pompe le principe de Winchester 73, tout simplement, qui est le passage de main en main d'une arme et des histoires qu'elle suscite. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à qu'est-ce qui vous plaît chez l'un, chez l'autre, puisque vous êtes presque jamais quittés et que vous continuez à... Non, mais rien qui puisse être entendu. Ses yeux bleus, son torse viril. Dans le fonctionnement, peut-être. On s'amuse énormément. C'est-à-dire que très rapidement, entre nous, il n'y a pas de problème d'ego. Vous savez, une collaboration, c'est tout à coup on lance une idée, si l'autre dit non, elle est nulle ton idée. Ok, c'est très bien, je me casse. Voilà. Donc il ne faut pas se casser, il faut rester en se disant mais peut-être que cette mauvaise idée va produire une bonne idée. Voilà. Et je crois que c'est ça, pas d'ego, et puis on redevient comme des petits garçons avec des petits soldats, des petites voitures. Et si machin il faisait ça, oh ouais, oh non. Voilà. Et on avance notre histoire comme ça et on déroule. Après, c'est le professionnalisme. Mais là-bas, c'est ça, c'est qu'on est là en face de l'autre. Il n'y en a pas un des deux qui a l'idée d'une trame et l'autre qui est plus habile dans les dialogues. Il n'y a pas ce genre de choses. Non, ça se complète, c'est très invisible. Et surtout, ça se mêle. Maintenant, l'autre jour, il y a un journaliste qui me demandait qui a eu l'idée de je ne sais pas quoi. Et c'est impossible de le dire, en fait. Parce que en 5 minutes, l'idée formulée, si elle est retenue, est happée par les deux cerveaux et devient une idée commune dont il devient très très difficile de tracer l'origine. Et en plus, on s'en fout. Et on a travaillé tous les deux dans l'audiovisuel, on a travaillé ensemble dans l'audiovisuel, mais José Louis a fait un parcours en solo aussi. Et dans l'audiovisuel, si tu n'apprends pas à... que la bonne idée, c'est toujours l'idée que, non pas l'idée consensuelle, mais l'idée que toutes les personnes présentes et engagées dans l'histoire peuvent défendre et accepter, sur laquelle ils peuvent rebondir, bah, tu perds ton temps parce que tu t'affrontes de façon stérile sur le sexe des anges, puisque par définition, plus dans le cinéma que dans la BD, on parle de choses qui n'existent pas encore, où vont intervenir des milliers de gens, des comédiens, des techniciens, etc. etc. Alors, on a beaucoup de monde à entendre, et donc on va aller peut-être un peu vite, on va passer des choses, mais viennent de s'afficher derrière vous la couverture des aventures d'Hergé.
Et je trouvais assez intéressant la manière dont vous avez travaillé en séquence, en allant chercher comme ça dans la vie ce qui n'est pas une biographie, mais une évocation biographique à travers des moments clés. Comment est née cette aventure-là? Alors, moi, non, parce que voilà typiquement l'illustration de ce que je disais. C'est-à-dire que de façon postérieurement à l'histoire, je m'étais attribué de façon abusive la paternité de l'idée de faire les trucs d'Hergé. En fait, l'histoire, c'est la suivante. C'est Flammarion, pour une raison très étrange, qui hérite sous l'égide de Françoise Verny. Ah oui, la papesse de l'édition. Voilà, où avec Flo, on avait fait un truc horrible, je ne peux même pas répéter ici, où elle disait Verny beurré. Et voilà, c'était dans le traduit, et il passe par la scène. C'est pas bien. Jean-Luc Fromental aime les mauvais jeux de mots, les mauvaises plaisanteries. Voilà. Donc c'est fait. Excuse-moi Françoise, si tu nous vois. Et voilà, et donc il y avait à l'époque notre copine Elisabeth Gilles, qui était la directrice chez De Noël de la collection Présence du Futur, qui venait de rejoindre ça. En collection de science-fiction. Voilà, et il ne savait pas faire de bande dessinée. Voilà. Donc on avait eu des consultations, il nous a fait venir pour savoir, etc. Et de fil en aiguille, ça avait créé l'idée et le désir de faire une collection, parce qu'il publiait Maus quand même. Donc il s'était dit, mais la bande Maus dessinée... d'Art Spiegelman, la grande bande dessinée. Oui. Et tu te crois sur Frazen Pro, quoi. Non, t'as raison. Donc Maus, et il s'était dit, c'est un bon plan la bande dessinée quand même. Donc il voulait créer une collection. Et immédiatement avec José Louis, on s'est dit, on va leur proposer un truc. Et c'est parti comme ça. Et en fait, c'était juste une conversation qui est restée à ce moment-là à l'état de conversation, où on avait dit, tiens, on va faire les aventures d'Hergé, ça serait super, de faire une biographie d'Hergé, etc. Mais on n'avait pas la forme encore. Et finalement, la forme des aventures d'Hergé découle de nos précédentes collaborations, et en particulier Mémoire d'un 38. C'est-à-dire former une grande histoire, une sorte d'histoire marathonienne, mais avec des sprints. À l'époque, on vit plutôt dans le sprint. Donc tout à coup, on sait que si on passe une soirée, une nuit ensemble, le lendemain matin, ou au milieu de la nuit, l'histoire sera terminée. On rendait l'histoire à Stanislas qui n'est pas là pour témoigner, et puis une fois qu'elle a été dessinée, on faisait la suivante. Voilà. Donc c'était une forme qui allait aussi avec notre mode de vie et d'écriture à ce moment-là. On passe les années, vraiment les années, puisqu'on arrive d'ores et déjà à Blake et Mortimer. Voilà, 8 heures à Berlin. Quelle aventure de vous retrouver dans ces embarqués avec Jacobs. Elle commence sur un quai de gare. Par hasard, je croise Yves Schnurf, éditeur de Blake et Mortimer, à Bruxelles, et avec lequel que je connais depuis les années 80, qui fait l'honneur d'apprécier mon travail depuis longtemps. Voilà, c'est sympa. Et il me dit, tu voudrais pas faire un Blake et Mortimer? Et réflexe, parce que c'est une des premières bandes dessinées que j'ai pu lire, grâce à mon père, etc. Donc je réfléchis même pas. Je dis, oui, bien sûr. Même si 15 ans auparavant, avec Jean-Luc Fromental, on écrit un article dans Métal Hurlant pour dire que vraiment les gens qui font des reprises, c'est des pauvres gens. Hein. C'est oublié. Je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, quand je réponds, oui, bien sûr. Voilà. Et puis 2 mois plus tard, il me recontacte en me disant, mais c'est quand même incroyable, j'ai proposé de faire un Blake et Mortimer, tu ne reviens pas vers moi. Ah, mais si, bien sûr, Yves. Et entre-temps, j'ai quand même un peu réfléchi, et je suis allé voir Jean-Luc, j'ai dit, est-ce que tu as envie de faire un Blake et Mortimer avec moi? Oh oui, répond-il, lui aussi. Réflexe, oubliant nos principes de base. Bon, ok, d'accord. Et voilà. Et je dis à Yves, en fait, d'accord, mais à condition que je puisse le faire avec mon ami Jean-Luc Fromental. Et comme il était un fan du travail de Jean-Luc aussi, il dit banco. Et puis ça ne coûtait pas 2 fois plus cher. Ben non, évidemment. Puisqu'on partage. Et pourquoi tu veux partager avec Jean-Luc? Mais c'est mon ami. Dessiné par Antoine Aubin, qui, pour ceux qui étaient là, a superbement expliqué ce matin devant 2 ou 3 planches la manière dont vous aviez travaillé ensemble. L'exposition est à voir à la Galerie des Tanneries. Il y aura une 2e visite commentée par les dessinateurs qui travaillent avec Jean-Luc Fromental et José Louis Bocquet, parce qu'il faut toujours ajouter José Louis Bocquet qui tourne à la Galerie des Tanneries. Demain,
Après-midi. Merci Isabelle Boismenet-Chalon. À 14h30. Je m'arrête là pour vous deux pour l'instant. Tu restes là, s'il te plaît, José-Louis, parce que nous parlerons de Simenon un peu plus tard. Et je vais demander à Miles de venir, s'il vous plaît, et s'il lui plaît, prendre le micro des mains de José-Louis pour... Pourquoi je tenais à ce que Miles Hyman vienne maintenant? Parce que finalement, ça fait longtemps que vous connaissez, c'est-à-dire vous connaissez depuis la première vie de Miles Hyman en France, avant de partir à Los Angeles. C'est vrai, donc c'était 90, ce livre, enfin c'était un vieux livre. Comment vous êtes-vous rencontrés? Par Valérie Chaman, qui était dans la pièce. Qui nous a présenté l'âge. Ah oui, c'est ça. Mon agent de l'époque, et donc il nous a présenté, puisque vous étiez amis depuis longue date, et elle m'a dit, il y a quelqu'un avec qui tu dois absolument travailler, c'est Jean-Luc, il nous a présenté, et voilà, ce projet est né peu de temps après. Et donc c'est un projet qui finalement est un projet jeunesse. Alors on avait été convoqué à l'époque par une personne qui était marrante, qui avait une bonne idée, qui était de faire travailler pour la jeunesse. Il y avait déjà Binstock qui était rentré un peu dans, ou qui allait rentrer dans le jeu, parce que c'est, je ne sais pas lequel précède l'autre. C'est le poulet, c'était avant le poulet. Ça. Oui, ça c'est dans l'ordre. Ça c'est le premier. Et donc c'était une jeune femme qui s'appelait Béatrice Decroix, qui était très sympathique à l'époque, et qui a épousé ensuite... Tout est dans le à l'époque ou... Qui a épousé ensuite Hervé de la Martinière, peu importe sur la suite, et qui avait eu l'idée assez marrante, qui était de faire des livres à énigmes. Sur le moment, c'était marrant. Le problème des livres à énigmes, c'est que ça vieillit très mal, en fait, et que là, on semait des indices dans l'histoire et dans les dessins. Ça, c'est une histoire du jeune Raymond Chandler, parce que Raymond Chandler a vécu à Paris, ça personne ne le sait. Il est venu à l'âge de 17 ans ou 18 ans passer une saison à Paris. Et bon, voilà, ça se passe. C'était le plaisir de montrer Chandler dans un Paris encore un peu 1900, etc. Raymond Chandler, qui serait un écrivain? Qui serait une sorte d'écrivain qui aurait écrit, par exemple, moi directement, au hasard, Le Grand Sommeil, Adieu ma jolie, etc. Mais un écrivain de quelle nationalité? Plutôt américain. Plutôt américain. Mais avec un penchant anglais, puisqu'il rêvait de devenir Somerset Maugham, ou Maugham. Comme le chante Alain Souchon, Maugham. Voilà. Okay. Et donc, elle avait cette idée, elle a convoqué un certain nombre de gens de la bande dessinée, et il y a ici un autre album de la même collection, qu'on peut voir en haut à la médiathèque, qui est de fait le dernier album de Yves Chaland, que j'ai dû hélas promouvoir. Nous ne l'avons pas en image. En l'absence définitive malheureusement d'Yves, et qui s'appelait La main coupée. Le carnet noir, c'est un titre de, comment il s'appelle, le Voiture d'Alexandrie, Laurence Durel. Et ça, la main coupée, c'est un titre de Sandra. Enfin bon, voilà, on sert où on peut. Hein. Et donc on a fait ce bouquin très simplement, et ça a ouvert la voie à une collaboration qui s'est étalée dans le temps, qui a été très placide. Hein. On n'a pas été des staccadolistes. Parce qu'on a fait ensuite 2 autres livres jeunesse. Oui, alors Le poulet de Broadway, mais je ne crois pas que nous l'ayons en image, mais ensuite Le cochon à l'oreille coupée, 1993. Voilà, Le poulet de Broadway, ça c'était le 4e livre de la collection Seuil Jeunesse, créé par Binstock, qui avait vu arriver la mort des revues à la fin des années 80, et donc une arrivée massive sur le marché de dessinateurs de bande dessinée affamés, commençant à rôder pour trouver leur pitance, et à bas prix, il pouvait se payer des artistes absolument incroyables. Et il a fait une collection comme ça, avec pas mal de gens, de Villemain, Miles, je crois que Jacques a collaboré avec lui. Jacques de Loustal, etc. Et la bande dessinée, tout d'un coup, est retournée, irriguée l'édition jeunesse. Alors, tous ces livres dont nous parlons entre vous deux, c'était des livres illustrés. Oui. Ok. Ensuite, vous êtes parti aux États-Unis, à Los Angeles, vous êtes revenu, vous avez fait beaucoup d'illustrations. Certains d'entre nous ont la collection complète du Poulpe, illustrée par Miles Hyman. Nous vous avons vu abondamment dans la presse, dans toutes les presses possibles, jusqu'à faire beaucoup de Une, Télérama et bien d'autres. Et finalement, vous êtes arrivé assez tardivement, Miles, à la bande dessinée.
C'est lui encore qui est responsable de ça? Non, dans un premier temps, c'était chez Casterman avec Nadia Gibert, donc avec cette nouvelle collection Rivage Casterman qui D'adaptation démarrait. de polar qui était chez Rivage. Donc j'ai fait deux livres avec Mats dans cette collection-là, et puis voilà. Enfin, il dit avec Mats, mais c'est aussi avec Elroy. Oui, Enfin, c'est Oui, et même avec David, c'est et même avec voilà. David Fincher quand même. C'est vrai. C'est dégueulasse. Des beaux projets. Mais en fait, on avait déjà, là, José lui est intervenu en tant qu'éditeur pour la suite, puisqu'on avait déjà commencé à réfléchir sur le coup de Prague. Tu m'as gâché mon effet parce que j'allais dire un certain type est arrivé dans notre fille qui venait de prendre la collection Air Libre chez Dupuis et qui a dit Jean-Luc, je veux absolument un album de Miles et de toi. Ce fut le coup de Prague. Et on est parti, et là, ma bibliothèque avait commencé déjà à me parler, c'est-à-dire j'entendais des voix dans mes couloirs, et certains auteurs disaient « Eps, moi. » Et là, c'était Graham Greene, et qui m'a dit « Tu veux pas faire un livre avec moi ?» Et donc, ok, on a fait un livre avec Graham Greene comme héros, en mélangeant la réalité, c'est-à-dire la visite de Graham Greene à Vienne en 1948 pour faire les repérages et finir l'histoire, ce qui a parlé longuement à mon cœur de scénariste, finir l'histoire qu'il n'arrivait pas à finir du Troisième Homme. Voilà. Et donc, on a fait ce livre ensemble. Et 2 ans après l'avoir publié chez José Louis, on a été reçu chez Dupuis d'une façon qui ne s'est plus jamais renouvelée depuis d'ailleurs, mais qui était en fanfare, vraiment. C'est-à-dire que le livre a été porté sur les fonds baptismaux. On en a vendu beaucoup. On était très contents. Le micro. Et donc, on a été invité au festival Graham Greene qui se tient chaque année à Berkhamsted, qui est la ville de naissance de Graham Greene. On a rencontré sa fille, Caroline Bourget, et son fils, qui m'a appelé il n'y a pas longtemps en me disant dites-moi, vous ne voudriez pas adapter en bande dessinée quelques œuvres de mon père? Voilà. Nous avons été adoptés. Très bien. Et vous avez remis ça avec une romance anglaise. Vous expliquiez ce matin à la Galerie des Tanneurs comment vous aviez travaillé sur les planches. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la manière dont Jean-Luc Fromental vous propose des sujets? Déjà, il y a beaucoup, en fait, on m'a posé la question de comment on travaille, est-ce qu'on échange beaucoup, et en fait, ça revient à quelques déjeuners où on discute un peu du fond du projet. Jean-Luc m'envoie souvent le scénario terminé, avec quelques indications graphiques ou des photos. Je suis libre de les suivre ou pas, mais au moins ça place l'action dans un contexte et un décor qui après me permet de rebondir et d'aller plus loin. Mais en fait, je me sens très libre dans ce scénario d'avancer et d'inventer, de créer à ma façon et d'imaginer les lieux, le contexte. J'aime bien, il y a je trouve qu'il y a beaucoup d'espace laissé entre le scénario et le dessin, ce qui me va très bien, ça me laisse beaucoup de liberté. Et puis parfois même pas. Je pensais aujourd'hui à cette scène, le jeu de bridge dans la romance anglaise, où il y a une totale liberté entre le texte et l'image. Je ne sais pas comment le dire. C'est un texte qui est très très beau, le scénario est magnifique, où on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, ce qui en fait fait que le dessin doit vraiment rester à sa place. On n'a pas besoin d'illustrer le texte. C'est une technique de travail que j'applique aussi en tant qu'éditeur, on va en parler après, c'est que on travaille avec des artistes, on sait pourquoi on est là, puisqu'on les connaît avant de commencer à écrire pour eux, et donc, si on ne leur laisse pas l'espace, c'est comme aimer une femme pour ce qu'elle est et commencer à vouloir la changer une fois qu'on va l'épouser, c'est ça qu'on dit débile, quoi. Je veux dire, voilà. Et c'est exactement la même chose. Donc il faut leur laisser absolument tout l'espace pour qu'ils donnent ce qu'ils ont à donner, sans chercher à les contrôler, sans chercher... Et je connais des albums que je ne citerai pas, qui sont faits par des gens très bien, où ils ont voulu contrôler, par exemple, leur dessinateur trop, et ça court à la catastrophe. C'est laisser les gens exprimer leur art au maximum, et c'est vraiment important. Je vais appeler maintenant sur scène Joël Jolivet, s'il vous plaît. Vous restez là, oui, vous pouvez rester là. C'est bien, on se croirait dans du UNESCO. Monsieur Troublevue et Sombrochet, c'est votre première collaboration à tous les deux?
ça doit, oui. Ça doit, 2002. Qui est allé chercher l'autre, ou est-ce que quelqu'un vous a marié, ou vous a en tout cas présenté l'un à On s'est l'autre? rencontrés dans un festival, enfin dans un salon du livre à Rouen, tenu par des dockers, c'était assez drôle. Où moi j'avais ma presse, j'étais enceinte, et j'ai fasciné Jean-Luc par... Il a gardé de moi l'image d'une femme avec un ventre énorme portant une presse, c'est totalement fou. De 40 kilos. Enfin voilà, de 40 kilos, ce qui est une fiction pure, mais bon, on a papoté pendant tout le trajet du retour en train, et on est devenus amis, je pense, comme ça, et puis il s'est écoulé quand même, du coup, quand même quelques années avant qu'on se décide de faire quelque chose ensemble, sachant que moi j'étais toujours en quête d'auteur, et donc Monsieur Trouble-Vue, c'était ça a mal commencé en fait, parce que c'était une chose inachevée, parce que Jean-Luc était très occupé. Et ça devait être les contes des 5 sens, et il n'y en a qu'un qui est sorti. Quoi, en gros, voilà. Parce que c'est le sous-titre, hein, voilà. Monsieur Trouble-Vue. En fait, à force que les autres n'arrivent pas, on s'est dit bon allez, on en sort un, il est fait, et puis ça n'a pas été plus loin. Il y avait des titres formidables, il y en a un qui s'appelait Louis, Ouais, Louis. Comme d'habitude, les titres. Alors Jean-Luc écrit des titres d'abord, il faut savoir que Jean-Luc a des idées de titres, on ne sait absolument pas ce qu'il va y avoir dedans, et après, on trouve des histoires à mettre dans le titre. Je me suis trimballé 365 pingouins, qui est notre best-seller invaincu jusqu'à ce jour. Le voici. Je me suis trimballé 365 pingouins jusqu'à la rencontre avec Sophie Giraud, que je vois droit devant moi, en sachant pas du tout ce que ça allait être. Sophie Giraud, qui serait éditrice par ailleurs. Qui serait par ailleurs la créatrice des éditions Naïves dans la maison Zelnick, dont elle est partie en claquant la porte au bout d'un moment, en quoi elle avait bien raison, et la créatrice des éditions Hélium, qui sont maintenant une partie intégrante et importante du groupe Actes Sud. Donc voilà, vous savez tout. Et qui est une maison essentielle dans... qui est une maison majeure dans le paysage de la jeunesse. De l'album et du livre jeunesse. Et qui prolonge avec une sensibilité féminine, c'est-à-dire très très différente de celle de Binstock, qui était certainement pas féminin, une certaine idée de la liberté par rapport à la jeunesse et de l'estime qu'on peut porter. C'est Sophie qui m'a appris à faire des vrais livres jeunesse, parce que les livres dont on a parlé avant avec Miles, c'était quand même des livres qui plaisaient vachement plus aux parents qu'aux enfants, parce qu'ils étaient pleins de mots machin, avec un style qui était fleuri et qui débordait un peu, et qui dissuadait souvent les enfants. Donc c'est Joël et Sophie qui ont réussi à... je dirais, peut-être modeler le travail de Jean-Luc Fromental, Joël Jolivet. Modeler, je ne sais pas, modeler en quel sens, je ne vois pas bien, mais en fait, bon, c'est vrai que notre première tentative, donc chez Binstock, Seuil, a quand même, on ne va pas dire, été un grand succès, on va dire que Monsieur Trouble-Vue, même si j'aime beaucoup. Et donc moi j'ai commencé à travailler, j'ai toujours eu deux pôles qui étaient donc au départ Albin Michel et le Seuil Jeunesse, mes deux éditrices se sont dirigées vers d'autres maisons. Et donc Sophie, partant créer Naïve, on était à la plage et j'ai dit à Jean-Luc, t'aurais pas une idée d'un petit truc vite fait, là j'étais sur un truc très lourd et il me dit ouais j'ai une idée, c'est 65 pingouins. Puis voilà, c'est parti comme ça, on savait pas ce qu'il y avait dedans, on a convaincu Sophie sur la plage et c'était parti. Voilà. En gros, c'était passé comme ça. On passait déjà nos vacances ensemble. Prix Sorcière 2008, gros succès critique, en plus d'être un succès de librairie. Je vais même aller plus loin, en l'absence de toute modestie, ça a été un livre qui a quasiment fait le tour du monde. Je veux dire, il est édité partout et c'est très très émouvant dans la jeunesse, ça. Le fait d'imaginer d'être lu par des petits Indiens, des petits Américains, des petits Russes, des petits Chinois, etc. Moi, c'est un truc qui me touche, mais profondément. Parce qu'on touche des cires vierges avec nos histoires, et on sait qu'on parle un langage qui est presque plus universel que le langage des adultes. Donc ça, c'est important. Et l'autre chose, c'est que la réponse à votre question, c'est la même qu'avec José Louis, c'est-à-dire ce sont des affinités électives, c'est des connivences spirituelles, mentales qui ne se calculent pas. Et avec Joël, on interagit de façon incroyable, au point que
on ne sait plus, là non plus, on ne peut plus démêler vraiment qui est responsable de quoi dans les livres. C'est-à-dire quand je suis en panne sur une histoire, j'appelle Joël, on en discute, elle me dit « Ah mais si, machin, etc. » Et boum, ça déclenche un truc. Elle m'envoie un dessin, je dis « Oui mais là, on ne se règle pas au même moment. » C'est-à-dire que Joël, c'est les démarrages où il faut des réglages importants. Et par exemple, on a fait un truc de squelette, et au départ, elle faisait des posadas mexicains qui étaient un peu flippants pour les mômes. On a mis longtemps à trouver l'élément comique qui allait rendre la chose supportable pour les enfants. Et c'est un livre dont les enfants raffolent aujourd'hui. On va y venir d'ailleurs, parce qu'on a vu Oups, et là on voit Au secours. Ben Voilà, Au secours, que vous avez donc réalisé ensemble. Les pingouins, c'était une affaire qui roulait tellement bien qu'après 365, il y en a eu 24, avant Noël d'ailleurs. Puis 10 petits pingouins De autour moins du en monde. moins, en fait. Mon but étant de les tuer tous, en fait. À un moment, on a tellement marre. En fait, on a en projet un livre qui s'appelle Le Dernier... Enfin, moi, j'avais en projet un livre qui s'appelait Le Dernier Pingouin, mais il ne veut pas le faire. Je n'insulte jamais le futur. Parce que jamais, il faudra payer ma retraite quand je serai vraiment très vieux. Ok, et puis il y a eu Micha également. Alors oui, on l'a, Micha, merci beaucoup. Je crois que j'avais oublié que Simone regardez comme elle est formidable, elle a rajouté l'image de Micha, qu'il faut d'autant plus signaler qu'il y a ce soir un spectacle, ici même à 19h, dont on me dit qu'il est complet à la location, mais tentez le coup, il y aura peut-être des gens qui auront eu un petit problème ici là, et qui pourront laisser leur place. Micha, c'est quelque chose aussi, comment c'est né, juste là, avant qu'on voit le spectacle de ce soir. Jean-Luc, Joël. Micha, c'était pas pour moi au départ. Jean-Luc a rencontré un dessinateur norvégien qui s'appelle Øyvind Torseter, et il a vu dans un de ses dessins un personnage qui lui a donné l'idée de Micha, qu'il a donc écrit pour lui, ça s'est pas fait pour des raisons linguistiques, et il l'a remis dans son tiroir. Et donc l'année, il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, je lui dis, mais au fait Micha, j'aimerais bien le lire quand même. Et puis, c'était un texte, hein, et je l'ai lu, j'ai dit, ah, mais c'est vachement bien, j'ai envie de le faire. Et puis très vite, enfin après quelques petits moments d'hésitation sur comment, pourquoi ou comment, et donc on est arrivé à un format bande dessinée, parce qu'entre-temps, moi je m'étais un peu remis à la bande dessinée, qui est quelque chose que j'ai abandonné assez vite après mes débuts. Et qui m'est toujours resté comme une envie qui était difficile à mettre en place parce que je me sentais pas très légitime, je me disais pourquoi, il y en a déjà tellement, et puis c'est tellement de travail. Donc j'avais déjà fait une bande dessinée adulte avec Jean-Luc comme éditeur, on parlera peut-être tout à l'heure. Et très spontanément, très rapidement, on est arrivé à une forme qui était en fait entre la bande dessinée et la narration, un peu inspirée par Posy Simmonds. Non. Oui, on viendra après Posy Simmonds de notre graphique, effectivement. Donc, qui serait un roman graphique avec un peu de texte, un peu de narration bande dessinée, et voilà. Et puis un truc qu'on n'avait jamais fait, qui était la série. Donc on s'est dit, sans trop réfléchir d'ailleurs, ouais, on va faire une série. Ça va être trop bien. Après, on s'est aperçu qu'une série, il va falloir en faire plusieurs. C'est le principe. Et c'est quand même du boulot. Là encore, hein, il faut. Je prêche pour ma paroisse, mais il faut parler aussi de la présence des éditeurs qui sont déterminants. C'est-à-dire que ce qui a rendu la chose possible, c'est que Sophie venait de créer un format particulier, dans une logique particulière, visant les marchés les plus jeunes qui commencent à lire tout seuls, en autonomie. Donc ça allait très bien pour elle. C'est tombé à un moment où la bande dessinée jeunesse, qui a été très longtemps négligée, parce que les auteurs préféraient aller chez Pivot pour aller vite, que de terminer au Club Dorothée. C'était le retour là, qui est annoncé et qui est maintenant confirmé. Absolument. De la bande dessinée pour la jeunesse. Ce qui est une très bonne chose parce qu'on lit mal de la bande dessinée quand on n'a pas commencé à en lire très jeune. Et monsieur, c'est comme la musique, il faut avoir commencé par la petite musique de nuit, voire par avoir été chanter des comptines pour arriver à Stockhausen un jour. Il est fort, ce garçon. Ouais. Avant de recevoir le dernier invité pour parler de cette partie scénariste, juste quand même vous faire remarquer à tous
parce que ce n'est pas écrit, ce n'est pas crédité, que si nous avons l'une des affiches les plus formidables de ces rencontres Chaland, que les autres me pardonnent, elles étaient très bien, mais cette affiche est formidable, nous la devons à Joël Jolivet, ce frontal qui nous regarde de son regard de bref. J'ai essayé de faire croire que c'était Jean-Luc qui l'avait faite, mais... Comment? J'ai essayé de faire croire que c'était Jean-Luc qui l'avait faite. C'est pas si autoportrait. Autoportrait. Je dis toujours de signer. Non. Très bien. Merci beaucoup, Joël. Jean-Luc, pouvez-vous vous rapprocher de moi pour que nous accueillions, pour le piéger entre vous-même et José-Louis Loustal, pour attaquer et parler peut-être spécifiquement d'une nouveauté éditoriale qui est Simenon, l'Ostrogoth, qui s'inscrit dans une année Simenon. Alors là, c'est une cathédrale que vous menez à bien entre vous-même et José Louis et quelques dessinateurs, avec John Simenon, fils d'eux, tout ça étant parti, d'ailleurs, du fait que John Simenon a l'une de vos bandes dessinées, Jean-Luc. C'est le même exemple qu'avec Graham Greene, c'est-à-dire qu'un jour, Yves Schirf m'appelle en me disant « Voilà, je travaille avec Philippe Berthet, que je connais, j'avais écrit une bande dessinée pour Métal Hurlant en 82 ou 83, où Philippe Berthet, José Louis avait fait par ailleurs Le Privé d'Hollywood avec Rivière, de Floch et Rivière, et Philippe Berthet, hein, combien d'albums? 3 albums, c'est ça hein. Et donc il m'appelle en disant, écoute, il fait une série de trucs noirs et il change de scénariste à chaque fois. Est-ce que tu as quelque chose? Et là, je repense à une image que j'ai de Simenon, dont j'avais beaucoup lu de biographies, etc., de Simenon aux États-Unis, ayant un peu fui la France, après avoir beaucoup vendu à la Continentale de films, donc un peu inquiet quant à son avenir, et il était parti avec famille et bagages, et donc son fils Marc, sa femme Tigi, sa gouvernante Boule, et il se trouve qu'aux États-Unis, il rencontre, comme il l'a bien raconté dans 3 chambres de Manhattan, une jeune Canadienne qui va devenir d'abord sa secrétaire, ensuite sa maîtresse, et enfin sa deuxième femme, et qui va donner naissance à John Simenon. Donc, voilà. Et là, ça se passe à la frontière des États-Unis et du Mexique, en Arizona et du Mexique. Et Simenon prend l'habitude, c'est Simenon qui est une sorte de minotaure, prend l'habitude d'aller au bordel et il se fait conduire par sa secrétaire, donc, et rapidement, sa secrétaire prend l'habitude de le rejoindre dans les champs. Mon esprit malade était assez intéressé par ce concept, et donc je me dis, tiens, il y a un polar à en tirer. Et je fais une histoire qui s'appelle De l'autre côté de la frontière, donc qui est très documentée par les romans de Simenon qu'il a écrit sur place à l'époque, dont Le fond de la bouteille, La jument perdue, etc., qui sont des romans noirs qu'il écrit aux États-Unis. Et on fait ce bouquin. Et un jour, Hélène Verlet, l'attachée de presse des éditions d'Argo, m'appelle en me disant « John Simenon cherche ton numéro de téléphone, qu'est-ce que je fais ?» Et je me dis « Ok, donc c'est soit les avocats de Spielberg, soit quoi ?» Je lui dis bah, « Donne-lui, on verra bien. » Je prépare. Et je reçois le téléphone d'un homme absolument délicieux, charmant, qui me dit « Écoutez, ça fait des années que je cherche à faire passer l'œuvre de mon père dans la bande dessinée. J'ai lu votre bouquin, j'adore, je trouve que votre bouquin est formidable, etc. » Et là, je renvoie la balle tout de suite en disant « D'accord, mais pas sans Bocquet. » Et Bocquet, qui est un simenonien encore pire que moi, parce que lui, il a réussi à trouver le moyen de sortir en plus un petit livre à la table ronde qui s'appelle Radio Simenon, qui est une petite merveille que je crois. Il est avant ou tu le... Et voilà, cet admirable petit livre là, qui raconte une petite aventure avec Simenon. Voilà, qui sont en même temps que l'Ostrogoth. Et donc voilà, et en discutant avec John, on est parti sur 2 concepts. D'une part, l'adaptation d'un certain nombre de ses livres dits romans durs, dont José-Louis pourra vous dire le mot, et ensuite sur un biopic. Et il nous a dit cette phrase, il nous a dit « Mais je ne veux pas que ce soit un biopic normal, je voudrais que ce soit comme un film, comme un scénario de film. » Et donc, comme la vie de Simenon est
est énorme, enfin, est riche d'événements, au contraire de la vie de Hergé, qui est en fait assez limitée en termes de déplacement, etc. Simon a vécu à 1000 endroits, vécu 1000 vies, etc. Était un étonnant voyageur, vraiment, ce qu'on ne sait pas souvent. Et donc on a décidé de prendre une période de sa vie, qui est une période de 10 ans à peu près, déterminante, qui est le moment où Georges Simes, le petit Belge monté à la conquête de Paris, devient Georges Simenon. Et évidemment, le type, pour faire ça, il n'y en avait qu'un, c'était le type qui a donné une partie de sa vie déjà à Simenon, qui illustre les très beaux bouquins Omnibus, etc., nommément Jacques de Lustal. Et donc, on a tous les deux travaillé sous toutes les formes possibles et imaginables avec Jacques de Lustal. Moi, j'ai fait un album avec lui qui s'appelait Mémoire avec Dame, qu'on ne peut plus rééditer aujourd'hui parce qu'il n'est pas assez politiquement correct. Et donc, on a décidé de s'embarquer sur cette histoire. Voilà. D'ailleurs, Mémoire avec Dame n'est pas crédité Fromental Loustal, mais par Morel Cox. Oui, ça c'était une bêtise de ma part, parce que personne n'a jamais compris que le titre c'était Mémoire avec Dame par Morel Cox, par Jean-Luc Fromental. On apprend avec le temps. Non, mais ce livre, justement, en fait, au départ, c'était à l'époque où toutes ces histoires courtes étaient prépubliées dans l'Écho des Savanes. Et en fait, l'ambition, c'était quand même de mettre au point un personnage qui aurait pu être décliné en série, une sorte de Tintin adulte, carrément, qu'on aurait fait voyager dans le siècle et dans le monde. Et donc, il croise des tas de gens connus et tout, et une sorte un peu de Paul Morand. J'étais très influencé par Paul Morand. Mais malheureusement, ça n'a peut-être pas eu le succès. Ben, l'éditeur n'a pas fait d'effort. Hein, donc c'est resté mort. Voilà pour ma Michel. Je voulais juste... je trouve toujours très amusant les façons dont tous ces fils s'entremêlent, parce que ce livre que tu as fait avec Berthet sur Simenon, moi je l'avais lu, et à une époque je voyais beaucoup de John, parce qu'on faisait des tours sur la sortie de toutes les rééditions Omnibus et tout, et j'avais vu ce livre qui était quand même, comme il a raconté, assez sulfureux sur son père, parce que même s'il n'était pas nommé, il ressemblait, Berthet avait vraiment dessiné Simenon. Et il y a un moment, je me suis dit, est-ce que je lui parle de ce livre? C'était au salon du livre de Bruxelles, j'ai dit, puis je dit, peut-être il va lui foutre un procès, parce qu'il fait un peu, il est très procédurier, il est avocat. Hein, il est avocat de formation. John Simenon est avocat. Alors, donc je me suis dit, oh, après tout, tant pis, on va voir. Je me dis, tiens, ça serait drôle. J'ai un ami qui a fait un livre où ça parle beaucoup de ton père. Ah bon, ouais, vas-y, puis mon père. Et il a adoré. Comme quoi, il faut jamais... Je viens d'apprendre un truc, là. C'est inouï, c'est génial. Et alors après, voilà, on se retrouve à travailler ensemble sur Simenon. Et de la même manière, autour de Simenon, José Louis, ami de Marc Simenon il y a des années, le frère aîné, demi-frère de John. Donne mes coordonnées. Voilà. Donne mes coordonnées à Marc Simenon qui voulait que j'illustre des romans de son père, des romans de mon choix en fait. Et du coup, c'est grâce à José Louis que finalement je suis rentré comme ça dans l'édition, dans la famille, dans mon travail sur Simenon, parce que j'avais commencé à l'époque de Futuropolis Gallimard. J'avais tout de suite, quand on m'a dit trouve un auteur Gallimard pour faire j'ai voulu la nuit, enfin toute cette belle collection, la grande collection Gallimard, Futuropolis, de textes, à chaque fois le texte intégral du roman en très grand format. Mike Simon, vous aviez fait 3 albums dans cette grande collection également. Voilà. Et là, en fait, on s'est très vite heurté. Dans le procès, Kafka? Non, c'est Göttingen. Manhattan Transfer, Agent secret de Conrad, et Lorsque Loup de Philippe Gian. En couleur.
Oui, donc. Donc, très vite, problème de droit astronomique. Georges vivait encore, on lui a même fait passer mes dessins et tout, mais je pense qu'il les a même pas vus, parce que les droits étaient tels qu'en fait, j'ai calculé qu'il fallait que je paye pour dessiner. Donc, on est tout de suite basé à autre chose. Ce qui n'est pas votre genre. J'ai fait un Macorlan qui était assez proche de certaines ambiances que j'aimais chez Simon d'ailleurs. Sous la lumière. Sous la lumière froide. Et puis des années après, voilà, j'ai recommencé à rentrer dans ce projet éditorial de Simon par José Louis, avec qui on a fait ce dernier livre. Et qui est, formidable. Et qui est votre, quand même, on peut le dire comme ça, votre retour à la bande dessinée. Je dirais plus que mon retour, parce que c'est une arrivée. Parce que c'est vraiment une bande dessinée comme j'en avais jamais fait, sans aucun récitatif, avec uniquement du dialogue, avec un dialogue étincelant, très très bien écrit, et très agréable. Et il fallait que je mette en scène du dialogue. Et ça, c'est une problématique que j'avais assez peu, finalement, parce que avec Paringo, avec tous les auteurs avec qui j'avais travaillé, c'était plutôt du texte-off, et il y a eu un moment où j'ai eu envie de jouer avec les codes de la bande dessinée, à intégrer quelques dialogues, mais plus comme du bruit que comme des informations. Alors que là, tout passe par là. Et ça m'a beaucoup amusé de me confronté à ce nouveau genre, enfin ce genre plutôt classique. Scénaristiquement, il y a un écho avec ce que Bocquet et Fromental avaient fait sur les aventures d'Hergé, puisque cette évocation prend des moments de la vie, je dirais la preuve du début du Simenon romancier, hein, puisque nous allons de Belgique à Paris, puis de quelques retours en Belgique, et avec des moments comme ça, même si, on en parlait à midi, c'est plus fluide que les moments de Hergé qui sont des séquences closes. Là, il y a un vrai récit qui est mené, je trouve. Hergé, c'est une biographie qui va de sa naissance à sa mort. Là, oui. Simenon, c'est une aventure de Simenon, et d'ailleurs pas une aventure des Simenons. On a été très très rapide avec Jean-Luc pour, dans la mesure où on était des Simenoniens avertis, l'un et l'autre. Vous avez beaucoup lu Simenon, non, presque tout. En 12 minutes, l'arc de notre album, il était fait. Voilà. Mais je dirais que c'est presque plus inspiré des mémoires de Tigy, finalement. Voilà. Que des écrits Simenon. Voilà. La première femme, c'est-à-dire que l'angle qui a été pris, qui est au contraire de tous les biographes de Simenon Assouline le premier, qui tiennent rarement compte de l'importance de Tigy dans la révélation du romancier Simenon. Entre-temps, ces mémoires ont été publiées par sa petite fille Diane, et ça nous a permis tout d'un coup d'avoir un angle totalement nouveau, totalement intéressant, très documentaire, de la part de Tigy. Ce sont les aventures de Tigy et Georges Lostrobo. Exactement, Tigy qui était peintre, c'est pas négligeable quand on fait une bande dessinée, c'est-à-dire quand on parle en images également. Et il y a aussi peut-être une intention sur comment on va mettre en scène la ville, les décors simenoniens à travers sa vie elle-même. Non, parce que finalement, là, moi, je suis rentré dans Simenon parce que je suis très sensible à ses ambiances, à ses écrits. Mais finalement, ce livre-là, il est sur sa vie à lui, mais c'est pas sur son œuvre, en fait. Du coup... je ne suis pas entièrement d'accord, puisque la chance qu'on a eue quand on a travaillé avec John, elle est double. D'abord, c'est que John, qui est un homme d'affaires extrêmement pugnace, n'est pas Yoko Ono. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout essayé de réécrire l'histoire à travers ce qu'il nous faisait faire, et que d'autre part, il nous a livré les clés d'un certain nombre de choses. Donc dans ce livre, il y a une chose qui pour moi est très importante, même si elle occupe très peu de place, c'est qu'entre chaque chapitre, il y a 6 chapitres, entre chaque chapitre, il y a un texte de Simenon qui nous montre l'évolution de son écriture, l'évolution de sa thématique, etc. etc. Donc on entend la voix de Simenon, vraiment, il n'y a pas de récitatif, mais on peut lire des pages courtes, hein, à chaque fois c'est une citation de quelques lignes, mais on peut lire des mots de Simenon, vraiment. Et on voit l'évolution de l'écrivain
qui démarre comme un petit écrivain de roman feuilleton et qui vise à devenir un grand auteur. Donc il y a ça d'une part, et d'autre part, ce que nous a apporté John, c'est la possibilité de faire parler son père comme il parlait vraiment dans la vie, parce que c'est le seul à avoir entendu la voix de son père, vraiment. Moi, je n'ai jamais rencontré. José Louis a correspondu avec lui. Je ne sais pas si tu l'avais rencontré. Voilà. Moi, je connais que sa voix dans les interviews. Et je ne sais pas comment il parlait dans la vraie vie. Et très souvent dans le bouquin, John, c'est les points sur lesquels il nous a repris, c'est qu'il disait « Ah non, mon père ne dirait pas ça ». Mais en revanche, à un moment, il y a une scène où il dit « Le couillon, c'est moi ». Et on se disait « Bon, il va nous dire on ne va pas faire dire ça à mon père ». Il nous a dit « Mais c'est inouï, parce que c'est exactement la phrase que mon père aurait prononcée à ce moment-là ». Voilà. Donc il y a une vérité du personnage qui n'est pas seulement livresque, comme sont les personnages recréés à partir des lectures, mais qui est aussi, il y a une espèce de vibration humaine qui a été attrapée dedans. Le couillon, c'est au moment où il plante son bateau dans un port. Son bateau s'appelle l'Ostrogo, Simenon l'Ostrogo. Mais tu dis vulgache. Ah bah, excusez-moi, c'est pour rebondir sur votre titre qu'on pourrait ne pas comprendre aussi, qui a un double sens, puisqu'il y a à la fois un olibrius, puisque vous le considérez un peu ainsi, un Ostrogo, c'est un olibrius, et puis c'est le nom du navire. Je vous remercie. Il y a juste une précision, le problème qu'il y avait aussi, qui est très curieux par rapport à Tigy, c'est que je montre très souvent Tigy en train de peindre, Tigy au vernissage de ses expositions, et il existe très peu de photos des peintures de Tigy. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues, parce qu'il y a quand même une très grosse production. Donc j'ai représenté toutes celles qu'on pouvait connaître, et le reste, je me suis inspiré de l'école de Paris, de Pasquine, de Kissing, Vous l'aurez compris, un album hautement recommandé, comme tous ceux d'ailleurs, non seulement de nos invités de cet après-midi, mais de cette collection Simenon, où le reste des albums sont effectivement des adaptations, les adaptations des romans dits durs de Simenon, c'est-à-dire pas les Maigret, des romans durs, parce que nous dit John Simenon, c'est ceux que son père considérait comme les plus durs à écrire, c'est ce qui est dit, et qui sont tous passionnants. Et qui sont vraiment des romans noirs, quoi. C'est-à-dire c'est plus du roman de police comme Maigret, mais c'est du roman noir, c'est du roman de crise. C'est-à-dire un homme ou une femme en proie à un tourment dont il faut qu'elle il se libère et qui se déchire avec ça et qui finit souvent très mal, etc. Je voudrais signaler simplement qu'il y a ici donc deux personnes directement impliquées. Absolument. L'un dont l'album est sorti, qui a travaillé avec José Louis, puisque sur les adaptations, on se partage les albums, on ne les fait pas ensemble. Donc, Christian Caillot. Voilà, avec Le Passager du Polaris, écrit, adapté par José Louis. Et super bouquin. Magnifique, vraiment. Magnifique livre maritime en plus. Ah ouais, il y a un tropisme aquatique chez Simenon qu'on ne connaissait pas et qui apparaît aussi très fort dans l'Ostrogo. Et chez Christian Caillot, ça tombe bien. Bah oui, quand il y a du caillot, il y a du bateau. Et donc, je t'ai eu là. Et donc, sur le deuxième volet, un livre qui sortira en principe, l'éditrice doit être dans la salle. Avec Bernard Isler. Avec Bernard Isler en janvier. Et qui est l'adaptation d'un des romans les plus difficiles de Simenon, les plus brutaux, et que moi j'ai comment dire, en anglais on dit cringe, j'ai reculé un petit peu pendant longtemps devant ce livre, qui est La neige était sale, qui a donné lieu déjà à une adaptation théâtrale écrite par Frédéric Dard, San Antonio, c'est assez étonnant, et un film qui doit être un des premiers films de Daniel Gélin, avec Raymond Rouleau, acteur français de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc vous pouvez évidemment voir des planches à la Galerie des Tanneries. Vous verrez le travail qui a été fait, qui est remarquable. On y retrouve d'ailleurs dans toutes ces représentations, de toutes ces collaborations avec Fromental, des portraits de Fromental. On le retrouve un peu partout et ça vaut la peine. Tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter que l'Ostrogo, il est en avant-première ici. Ah oui. Avec Jacques. L'Ostrogo est en avant-première ici avec Jacques. À ne pas louper. Et j'ajouterai enfin que vous avez aussi des planches à venir avec Laureline Mathiussi, qu'on peut voir à la galerie, qui sera donc un album à venir également dans cette collection Simenon. Merci tous les quatre. Est-ce que je peux voler un quart d'heure? Je demande aux organisateurs et notamment à Isabelle. Un petit quart d'heure, me dit-elle, pour parler quand même de
Fromental éditeur, que les scénaristes, que les dessinateurs cèdent leur place, que Hugo Bienvenu monte là pour le coup, et que nous voyons ici apparaître à l'écran un logo, celui de Noël Graphique, que nous devons aussi, comme la belle affiche de cette année, à Joël Jolivet. Mais je dirais presque que c'est pas sa faute. Comment c'est arrivé ce logo? Alors il y avait un mec qui s'appelait Gérard Le Monaco, qu'on connaissait bien, S'appelle toujours Sophie et moi, et Joël d'ailleurs, qui est devenu très rapidement le directeur artistique de la collection de Noël graphique, à peu près au moment où Sylvie Chabot, qui est dans la salle, devenait son attachée de presse, car je suis un homme d'une grande fidélité, et quand je commence à travailler avec les gens, je ne les lâche plus, généralement c'est eux qu'on a besoin. Donc voilà. Gérard Le Monaco a cherché assez désespérément, parce que je parlais tout à l'heure du logo de Marabout. Oui, bien sûr. Et ça m'a rendu obsédé des logos. C'est-à-dire le pingouin de Penguin, le Borzoi de Knopf, c'est des choses qui me hantent, et je voulais absolument un logo dessiné sur ma collection. Et donc on ne trouvait pas. Et un jour, en visite chez Joël, avec lequel il commerçait, Gérard a fouillé dans sa poubelle, où elle jetait les trucs qu'elle gravait sur lino, et il a ressorti le Fantacoptère, enfin l'autogire du truc, et il est venu, il m'a dit, je crois que j'ai trouvé le logo de ta collection. Et c'était un truc qui avait été fait pour l'émission de Génie et je sais pas qui, là, Je sais pas sorcier. L'émission scientifique qui plaisait tant aux enfants. Et donc, je l'ai vu, j'ai vu cette espèce de bonhomme un peu replet comme ça, en train de survoler en faisant un peu sa sieste le terrain. Et je me suis dit, mais c'est ça le concept de ma collection. C'est un mec un peu comme ça, qui regarde le truc et qui dit, ah oui, ça c'est bien, tiens, on va le faire. Ah, puis ça c'est bien. Voilà. Et c'est devenu ça. Et c'est toujours là, c'est inouï. On a fêté le 20e anniversaire cette année, et c'est toujours là. Et ça figure sur le livre de jeunes gens qui étaient nés, mais encore dans leur lange, quand ça a été lancé. Alors, aujourd'hui, 70 titres, 20 ans après à peu près. Un peu plus, 75, oui. 75 Ouais. Vous êtes sûr de votre compte, c'est bien. Ouais, certain. J'avais cru les compter. C'est pas grave. Mais en l'occurrence, ils vont défiler derrière nous. On va peut-être même les faire défiler si on peut accélérer, puisqu'on a promis d'aller vite. Ça serait, vous avez dit un peu l'esprit de la chose, mais si on fouille un peu plus dans l'esprit de cette collection, est-ce qu'il y a des lignes de force, Jean-Luc Fromental? Bien sûr. Il y a au départ un livre qui est Gemma Bovary de Posy Simmons. Je m'excuse pour les gens qui ont déjà entendu l'histoire 500 fois dans la salle. Donc Gemma Bovary, qui est un livre totalement exceptionnel, qui est arrivé sous le bras d'Héloïse d'Ormesson, qui travaillait chez De Noël, où ma bien-aimée, qui est aussi dans la salle, était dans le comité de lecture. Et Héloïse d'Ormesson, qui ne connaissait pas la bande dessinée, a rapporté ça en ne sachant pas de quoi il s'agissait, parce que c'était un hybride, il y avait du texte comme dans un roman, il y avait des illustrations, il y avait des séquences découpées en bande dessinée avec des bulles et des dialogues, etc. C'est presque le seul livre qui pourrait revendiquer le terme de roman graphique. Exactement. Et ça sortait d'Angleterre, qui n'est pas un pays à très haute tradition d'illustration, mais bon, la bande dessinée anglaise, c'est pas ce qu'il y a de plus sensationnel ou fameux au monde. Il y a des grands auteurs, Red Bolland, tout ça, c'est des gens importants. Et donc, elle dit à Lily, ma bien-aimée, Lily, ton mec est dans la BD, tu vas lui porter ce livre et il va me dire ce qu'il en pense. Et le lendemain, après l'avoir lu, j'appelle Héloïse d'Ormesson, je lui dis, tu l'achètes, tu dois faire cessantes. Et tu le fais. Elle me dit, mais je ne sais pas faire de la BD. Je lui dis, t'inquiète pas, Lily le traduit, et puis on va trouver quelqu'un, et moi j'en viens de la BD, hein, je fais métal quand même, et on va trouver le moyen de te le faire fabriquer, etc., etc. Et à la grande stupeur des gens de Noël qui y croyaient moyennement, le livre sort, est un succès de presse énorme, la presse s'entiche de poésie tout de suite, la trouve absolument délicieuse, charmante. Et le bouquin, et qui est accueilli un peu au départ comme une bête bizarre, avec des gens qui disaient « ouais, mais c'est pas de la BD », enfin, etc., prend très vite et devient un succès. Et là, le patron de Noël de l'époque, qui est donc Olivier Rubinstein,
me dit « Mais est-ce que tu ne voudrais pas créer une collection de bandes dessinées chez moi ?» Et donc, il me dit « Il y a un label qui est libre chez Gallimard et qui est Futuropolis. » Voilà, une chose en appelant une autre, il se passe quand même quelques mois, voire quelques années, ça c'était en 2001, et donc en 2003, je me retrouve dans le bureau d'Antoine Gallimard, et je dis à Antoine Gallimard, cher monsieur, je ne veux pas reprendre les pantoufles d'Étienne Robial, qui est un garçon que j'aime beaucoup, et j'ai pas envie, je sais qu'il est très jaloux de son travail, et j'ai pas envie. Au passage, Gallimard, qui avait racheté la société, me fait un commentaire déplaisant sur Robial, que je ne répéterai pas, et je dis, et je propose de créer de Noël graphique. Et là, c'est accepté immédiatement, et c'est comme ça que l'aventure commence. Et à partir de là, il faut commencer à trouver des livres, et comment on trouve des livres quand on est une toute petite opération, qui va publier d'abord, prétend publier 10 livres par an, et puis on se rend compte que c'est illusoire, parce que dans une maison qu'on publie 40, ça va totalement déstabiliser la maison, et donc réduire l'ambition à 4 ou 5 par an, et aller chasser où ? Puisque la plupart des auteurs sont déjà arrimés à des groupes, à des majors, qui sont capables de payer 4 fois, 3 fois ce que je suis capable d'offrir. Donc il faut découvrir. Donc il faut trouver. Et alors on commence à chercher où ? Ben, on cherche à l'étranger, on cherche chez les vieux de la vieille, qui sont un peu oubliés, machin, etc., et qu'on peut arriver à ramener dans le jeu. Hein. J'ai publié un merveilleux Chantal Montelier, alors qu'elle était dans un moment un peu de passage à vide, qui s'appelle Les années alimentaires. Et là, ben, c'est tout un travail qui est exactement le même que celui du travail de scénariste, c'est-à-dire un travail d'approche, d'affinité, de connivence, de rencontres culturelles, de rencontres intellectuelles, de rencontres affectives, amoureuses, etc. Donc 75 titres, mais parmi ces 75 titres, il y a quelques points forts, quelques repères, quelques complicités au long cours. On pourrait parler d'Antonio Altariba, qui est peut-être celui que vous avez finalement désormais, je crois, le plus publié, jusqu'à 5 titres. Il est à égalité maintenant avec Hugo. Il est à égalité avec Hugo Bienvenu, voilà. Qui est à nos côtés, et là, il y a une rencontre quasi amoureuse entre vous, non ? Alors, il y a une rencontre que tu vas raconter. Parce que allez, Hugo Bienvenu. On s'est rencontrés par quelqu'un avec qui j'étais associé à l'époque et qui savait que je voulais faire de la bande dessinée. Et il m'a dit, écoute, je connais Jean-Luc, et je lui avais déjà parlé de Jean-Luc parce que moi, à l'époque, je pesais et je mesurais les livres en essayant de trouver le meilleur livre possible. Et il se trouve que X9, qui avait publié Jean-Luc, m'avait paru être la meilleure BD voilà, qui était... En termes de rapport, poids... voilà, ouais. Très bizarre. Et non, mais avec un ami, on s'amusait. Est-ce qu'il avait créé le concours des plus beaux livres, Julien Magnani, et on passait nos soirées d'adolescence à ça. Et en plus, il se trouve que Jean-Luc, je connaissais son travail depuis que j'avais 1 an ou 2, parce que mes parents lisaient son travail, donc c'était quelque chose... Voilà. Et donc, quand on s'est rencontrés, je rencontrais quelqu'un que je connaissais déjà, j'avais l'impression que je l'avais, qu'on se connaissait depuis très longtemps, et ça s'est fait, moi j'ai eu l'impression que c'était comme un coup de foudre, quoi. Voilà. Et ça n'a pas... Et vu de votre point de vue absolument mutuel, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, voici le Bob Dylan de la bande dessinée. Je blague pas, hein, c'était... Heureusement, je ne connaissais pas Bob Dylan. Non, il ne connaissait pas Bob Dylan. C'est un prix Nobel. Et c'était exactement ça, c'est-à-dire c'était un garçon qui contenait des multitudes, comme le chante notre ami, et qui les avait pas encore exprimées toutes, mais qui faisait des dessins animés qui ressemblaient à aucun autre, qui s'embarrassait d'aucune convention, était d'une très grande liberté, et surtout avait une pensée positive, loin de l'aspect parfois génial de sa génération et syndicaliste au biberon. C'est-à-dire, oui, mais ma retraite, enfin, des trucs comme ça, qui sont respectables, mais qui m'ont toujours gêné chez les gens de moins de 25 ans, disons. Voilà, lui, c'était vraiment le contraire, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui bossait comme un fou. Et qui n'avait pas d'interdit. Vous n'avez pas l'interdit de la publicité, bien au contraire. Vous n'avez pas eu l'interdit de la publicité, Jean-Luc Fromental. On n'a pas dit, par exemple, que vous étiez monté 3 fois sur la scène d'Angoulême récupérer des statuettes. Je ne sais plus si c'était des Alfred, des Alphard, Un
Fred et 2 alpha. Mais c'était à chaque fois pour des livres qui étaient publicitaires. Il y avait Moi, je vous ai découvert longtemps. La première fois que je vous ai vu, monsieur, vous montiez en 4, je ne sais plus, Une ville n'est pas un arbre. Voilà, qui était une commande d'une ville nouvelle pour le festival mondial des villes nouvelles. Et c'était Évry Ville Nouvelle, dont le maire m'a dit le soir de l'inauguration: Monsieur, si j'avais lu votre scénario, ce livre ne serait jamais paru. Formidable. Je vois Isabelle qui commence à s'impatienter. Revenons juste quand même 2 minutes pour dire, moi j'ai une question. Quand je regarde tout le catalogue, est-ce que ça vous gêne si on dit que, c'est pas à Jean-Luc Fromental que je demande, mais à Hugo Bienvenu, si on dit de Noël Graphique, c'est un label, c'est une maison d'édition intello? Pourquoi ça gênerait? Je sais pas. Non, en fait, c'est juste que chez Deneuve, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent que les livres sont travaillés, c'est qu'ils sont travaillés dans tous les sens du terme, et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au même au moment où il est sorti, ils sont accompagnés. Et d'ailleurs, moi, j'aime pas trop Intello. On n'a jamais eu un rapport où on se disait il faut que ce soit intelligent. Vous voyez que la question avec un sens. Oui. Non, et même au contraire, moi j'aime pas trop le terme roman graphique, j'aime bien, moi j'aime la BD, voilà, et on essaie juste de faire des choses qui, je pense, résistent à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, et donc avec le travail qu'on fait avec Jean-Luc, c'est un travail, j'ai l'impression, d'affinage et d'essayer de créer des objets résistants. Je crois que c'est, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai quand je travaille avec Jean-Luc, c'est de faire résister la forme. J'ose croire qu'ils le sont, puisque De Noël Graphique a déjà, je crois, par 2 ou 3 fois obtenu le Grand Prix de la critique de la presse spécialisée en bande dessinée, dont Hugo Bienvenu. C'était pour quelle préférence système. 3 fois exactement. La première pour Posy Simmons pour Tamara Drew, ensuite Altariba pour Moi Assassin, et enfin, et on est toujours très flattés. Un mot sur la manière dont je travaille avec Hugo pour bien montrer que quand on est un éditeur, il faut savoir s'adapter à toutes les façons de travailler. Hugo vient me voir, me raconte une histoire, je sais qu'elle n'aura aucun rapport avec l'histoire qui sera dans le livre au final. Il commence à dessiner, il me fournit des planches, il n'y a pas de texte dedans. Je reçois des planches magnifiquement dessinées, parce que c'est vraiment un dessinateur hors pair. On pourrait parler des heures d'Hugo et de parler des carrés Hermès qu'il fait. Il en a fait 9, c'est ça, hein, jusqu'à présent. Un mec de la bande dessinée qui a fait 9 carrés Hermès, ça juste n'existe pas. Daniel Close, il en a fait 1, et basta pour l'instant. Voilà. Donc, 2 ou 3 maintenant. Avançons. Et donc, Hugo me fournit des planches qui n'ont pas de texte. Et donc j'ai une histoire que je suis obligé de déchiffrer à travers les images. Et souvent c'est assez mystérieux, etc. Oui. Et en dernier arrivent les textes. Et c'est un acte de confiance incroyable de la part de l'éditeur de se dire, je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais je sais que ça va être bien à la fin. Alors on discute, bien entendu, mais ce qui est exaltant, c'est que la naissance de ces livres-là n'a rien à voir avec la naissance des livres d'Altariba, n'a rien à voir avec la naissance des livres de Posy Simmons, qui sont des gens avec qui je travaille maintenant en amont. Autrefois, c'était des auteurs dont j'achetais des livres, maintenant, c'est des gens avec qui je discute de leur sujet, etc., et n'a rien à voir avec les livres de Joël Jolivet, quand on a fait Fruit Parade ensemble, etc. Donc Hugo, c'est un auteur unique, et chacun de mes auteurs est totalement unique. Et quand j'ai présenté à la Maison de la Poésie, je parlais de ma volière. Et c'est le sentiment que j'ai, c'est que j'ai des oiseaux magnifiques, tous d'un plumage différent, et que cette collection-là, elle ne cesse de s'agrandir, et que c'est quelque chose d'exaltant, et qui, moi, me tient en vie, en fait, tout simplement. Pour conclure, le dernier titre de la collection de sortie, c'est un Altariba. Ouais, et une splendeur. Le titre? Le titre, c'est Le ciel dans la tête, et c'est là encore un scénariste extrêmement intelligent qui a fait 3 livres avec un type qui dessinait très noir, 2 livres avec un type qui dessinait de façon un peu particulière, qui était donc l'épopée espagnole, on a regroupé sous ce titre-là, Moi assassin, Moi menteur, Moi fou, et maintenant le nouveau titre, c'est avec un garçon qui s'appelle Sergio Garcia Sanchez, et sa femme Lola Moral qui fait ses couleurs. Et c'est un oxymore extraordinaire, ce livre, c'est-à-dire que c'est un livre sur un migrant, un enfant soldat qui va traverser l'Afrique pour venir en Europe. C'est un livre d'une sauvagerie et d'une brutalité extraordinaire,
violent, vraiment violent, mais dessiné d'une telle splendeur que tout d'un coup il fait apparaître quelque chose qu'on ne dit jamais sur l'Afrique et sur l'Europe, c'est que l'Europe est un miroir aux alouettes qui attire parce que la vie semble y être paisible et confortable, que l'Afrique est une violence inouïe et que l'Afrique est d'une beauté renversante et que l'Europe, comme on le voit à la fin du livre et avec le destin de ce jeune migrant qui est un guerrier extraordinaire et qui va terminer à vendre des faux sacs Vuitton sur un trottoir à Madrid, est quand même un paradis salement décevant. Merci Hugo, bienvenue, merci à tous. Mesdames et messieurs, Jean-Luc Fromental.